Euh, donc juste avant de commencer peut-être, et avant de rentrer dans le vif du sujet de ce soir, juste quelques mots pour vous dire d'où nous parlons, qui nous sommes en quelques mots. Donc Alice et moi sommes toutes les deux maîtresses de conférences en sciences de l'information et de la communication, qui est une discipline universitaire, à l'université Lumière Lyon 2. Et nous appartenons toutes les deux au laboratoire HELICO, qui est une équipe lyonnaise de recherche en sciences de l'information et de la communication, qui regroupe l'université Lyon 1, Lyon 2, Lyon 3, l'ENS et l'ENSIB, qui est l'École nationale des bibliothèques, et Sciences Po. Donc on est des chercheurs de tous ces établissements regroupés disciplinairement dans le laboratoire. Et nous sommes toutes les deux responsables d'un master, Anise dans le journalisme et moi dans la communication numérique. Voilà un petit peu pour positionner. Donc du coup notre point de vue disciplinaire, qui n'est pas très connu en termes de discipline auprès du grand public, ce sont les sciences de l'information et de la communication. Et donc une de nos thématiques de travail notamment, ce sont les médias. Anise et moi avons fait notre thèse il y a déjà quelques années, qui portait sur le passage des médias classiques, de la presse papier à la presse numérique. Donc c'est un sujet qu'on suit déjà depuis quelques années, et là depuis quelques mois on entame un travail de recherche autour des nouveaux médias numériques, qui sont les médias diffusés sur les réseaux sociaux. Et là on commence aussi un petit programme de recherche qui va se dérouler au printemps et qui a pour vocation d'étudier les pratiques d'information des étudiants, de comprendre de quelle manière ils s'informent à partir de leur téléphone mobile, quels sont les sites qu'ils consultent, leur fréquence, comment est-ce qu'ils conçoivent la véracité d'une information. Donc voilà pour vous situer un petit peu les thématiques que nous travaillons. Alors avant de commencer, évidemment, comme on est des profs et c'est forcément un peu le passage obligé, l'aspect un petit peu terminologique, c'est la question des mots. La difficulté dans notre discipline en sciences de l'information et de la communication, c'est qu'on travaille avec un vocabulaire qui est un vocabulaire souvent du sens commun, c'est-à-dire c'est pas comme dans les mathématiques ou dans les sciences ou dans certaines sciences où on a un vocabulaire hyper technique. Nous on va travailler sur des mots que les gens connaissent et qu'ils ont l'habitude d'utiliser et pour lesquels ils ont déjà des définitions et certaines idées. Donc c'est pour ça que j'aimerais m'arrêter avec vous quelques instants sur cette notion d'information pour essayer de définir et de creuser un petit peu, de gratouiller ces notions qui sont des termes de sens commun mais aussi qui sont des notions théoriques sur lesquelles on va travailler. Donc la première évidemment c'est celle d'information. Donc une première définition un peu basique, vraiment très très simple serait, que je reprends d'un linguiste, Patrick Charodeau, qui serait de dire une information c'est un fait qui consiste pour quelqu'un qui possède un certain savoir à le transmettre à l'aide d'un certain langage, on verra que cette partie est importante, à quelqu'un d'autre qui est censé ne pas posséder ce savoir. Donc on est bien dans l'idée ici d'une transmission, de quelque chose qu'on transmet. Une information médiatique donc relève de ce processus. Simplement la particularité d'une information médiatique, c'est qu'elle va être transmise par des organisations qui se sont spécialisées dans cette activité, dont l'activité va être de produire et de transmettre des informations. Mais l'information, techniquement, nous la pratiquons tous au quotidien, nous pouvons tous transmettre une information à quelqu'un. Simplement, nous, ce que nous allons étudier, ce n'est pas la communication interpersonnelle, c'est-à-dire entre les personnes, mais c'est la communication à partir d'organisations médiatiques qui sont des entreprises, des organisations sociales, professionnelles, dont le métier est de produire et de transmettre des informations, et ce n'est pas tout à fait la même chose. Donc nous, on travaille sur la question des médias, et des médias avec leur public. Alors, qu'est-ce qu'une information? Toujours cette question aussi. Une information, dans son aspect aussi de définition, l'idée aussi c'est que c'est une rupture dans l'ordre normal en quelque sorte des choses. Si on parle de quelque chose, si on lui accorde un certain intérêt dans les médias, c'est que c'est quelque chose qui ressort du quotidien, de la normalité, et on va y prêter plus attention qu'à d'autres choses. Donc évidemment, ça recouvre l'expression que vous connaissez tous, qui est de dire que les médias parlent des trains qui n'arrivent pas à l'heure en gare, mais ils ne vont pas parler de ceux qui arrivent à l'heure, parce que justement, ça n'est pas une information quand ils arrivent à l'heure, alors que quand ils n'arrivent pas à l'heure, c'est une information. Donc l'information, c'est cette idée d'une rupture dans un continuum un petit peu normal des choses, et c'est pour cette raison, alors c'est pas tout à fait vrai, parce que vous constatez quotidiennement que dans les médias, il y a beaucoup d'informations qui relèvent aussi, qui ne relèvent pas de cette définition, par exemple comme de dire qu'il fait froid en hiver. Vous allez voir que ça occupe beaucoup de nos médias, et on pourrait considérer que ceci n'est pas une information.
Autre élément de définition d'une information aussi, c'est de dire que transmettre une information, c'est d'abord un acte de discours. Je vais un petit peu insister là-dessus. C'est-à-dire c'est une mise en langage de quelque chose qui crée une situation de communication. Donc informer, c'est être dans une situation de communication, que on peut nommer aussi d'ailleurs en linguistique un contrat de communication. C'est-à-dire il y a un contrat qui lie les participants à cette situation de communication. Donc il y a une instance de production, donc le média, qui va collecter, produire l'information. Au milieu, il y a ce qu'on appelle nous un dispositif médiatique, mais qu'on appelle aussi plus couramment le support, c'est-à-dire la presse écrite, une chaîne de télévision, un journal télévisé, une application sur vos téléphones, ce qu'on appelle le média dans sa matérialité, le dispositif médiatique. Et puis de l'autre côté enfin, il y a une instance de réception que l'on peut appeler les lecteurs, les téléspectateurs, les internautes, les publics, les citoyens, 3 petits points. Donc la situation de communication, c'est tout ce qui va se passer entre ces différentes instances. Donc s'informer, voilà pourquoi je détaille un petit peu ça, parce que pour essayer de creuser un petit peu et déplier cette situation de communication qui relève en fait d'un processus relativement complexe. On croit que c'est simple, en fait ça l'est pas. On va voir qu'il y a de nombreuses choses qui se passent pendant qu'il y a un acte d'informer, et ça pose un certain nombre de problèmes. Et le problème qui nous occupe un petit peu dans le cadre de la thématique de ces conférences, c'est la question de la vérité, et on va voir qu'on peut l'aborder de différentes manières. Donc une des premières questions, un des problèmes posés par la question de l'information, c'est la question de la source, de la validité de la source. D'où vient cette information ? Comment est-ce qu'on a collecté cette information ? Donc c'est à la base du travail des journalistes également, c'est-à-dire où on va pour aller chercher l'information, est-ce que la source est fiable ? Et donc dans cette question sur la validité de la source, il y a plusieurs sous-questions qui arrivent. La première, c'est l'authenticité d'un fait. Comment on définit l'authenticité d'un fait ? Et pour le public, c'est répondre à la question, est-ce que ça existe ? Est-ce que cet événement existe ? Et on va voir que tous les médias vont mettre en place toute une série de méthodes, et vous le constatez au quotidien, pour vous prouver que ça existe. Deuxième élément, c'est la vraisemblance d'un fait. Est-ce que ça se peut ? Vraiment, est-ce que ça peut se passer ? Et donc là aussi, les médias vont faire en sorte de vous montrer que oui, ça existe, et oui, c'est possible, c'est vraisemblable, c'est-à-dire qu'on peut le croire. On va revenir sur cette notion de crédibilité. Enfin, troisième question que l'on se pose aussi quant à la validité d'une source, c'est est-ce que cela est intéressant à communiquer ? Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans le monde, mais la question c'est est-ce que c'est pertinent d'en parler ? Est-ce que ça vaut le coup d'en parler auprès d'un public, auprès de tout le monde ? Donc cette question, c'est la question des choix. La deuxième question, c'est la question de la sélection. Informer, c'est d'abord faire un choix. Informer qui, informer de quoi et informer de quelle manière. De quoi parle-t-on et comment est-ce qu'on en parle ? Donc cette question de la sélection, elle est vraiment centrale parce que c'est celle souvent qui va être d'ailleurs contestée, discutée. C'est le fait que les médias, lorsqu'ils vont informer, quel que soit le média, ils vont faire un travail sélectif, ils vont choisir de parler de certaines choses et ils vont choisir de ne pas parler de certaines choses. Partant du principe de réalité qui est qu'on ne peut pas parler de tout en permanence. Il se passe énormément de choses dans le monde quotidiennement et donc on ne peut pas tout traiter. Donc le premier travail est celui de sélectionner. Ce travail-là, souvent, il va être d'ailleurs contesté, on ne va pas être d'accord. Donc l'idée, c'est que les médias, à travers ce travail de sélection, font des choix, toute une série de choix, que l'on résume souvent d'ailleurs par la notion de ligne éditoriale. Qu'est-ce que c'est que la ligne éditoriale d'un média ? C'est ce qui va expliquer tous ses choix. Pourquoi est-ce qu'il décide de parler de ça ? Pourquoi est-ce qu'il décide de le mettre en une ? Pourquoi est-ce qu'il décide de lui consacrer 3 pages ou 3 lignes, de mettre des photographies, de mettre une interview, de faire intervenir un expert ? Tout ça relève d'une série de choix qui définissent finalement la ligne éditoriale du média. Donc il y a une phrase un petit peu célèbre qui définit cette question de mettre dans l'ombre ou de mettre en lumière à travers le traitement médiatique, qui est les médias ne nous disent pas comment penser, c'est-à-dire ils ne nous manipulent pas sur les idéologies et comment on penser, en revanche, ils nous disent à quoi penser. J'ai mis le terme ici agenda setting en anglais parce que ça vient de travaux anglo-saxons,
mais c'est ce qu'on appelle la mise à l'agenda. Donc les médias, en quelque sorte, vont donner chaque jour l'agenda sur lequel on doit être informé, sur quoi porter l'attention dans l'opinion publique. Et puis de fait, ils vont mettre dans l'ombre toute une série d'autres thèmes, d'autres sujets qui, n'accédant pas à une couverture médiatique, vont rester dans, ou vont même pas exister d'ailleurs. Puisqu'à partir du moment où ils n'accèdent pas à la scène médiatique, ils ne vont pas exister. Donc c'est ce qu'on appelle la mise à l'agenda dans l'espace public. Donc évidemment, cette mise à l'agenda, elle est l'objet de luttes, de discussions. Et si les gens sont dans la rue aujourd'hui, c'est à un moment donné qu'ils veulent mettre à l'agenda une thématique aussi. C'est qu'ils veulent qu'on parle de certaines thématiques. Donc il n'y a pas que les médias qui font cette mise à l'agenda. Évidemment, il y a les hommes politiques, il y a les syndicats, il y a toutes les associations. Tout le monde se bat pour qu'on mette son sujet à l'agenda. Mais les médias sont un peu ce qu'on appelle les gardiens, c'est-à-dire eux donnent l'accès à l'espace public, à la visibilité, à l'audience. Alors, sur cette question du contrat de communication que j'ai déjà évoqué, c'est la manière dont un public est lié aux informations par le média. La vocation des médias, c'est donc d'informer les gens. Et puis donc, petit à petit, je me rapproche un petit peu de cette notion de média. L'idée, c'est qu'en informant, le média ne cherche pas la vérité. Alors en disant ça, qu'est-ce qu'elle raconte, ça va rien dire. Non, dans la société, les médias ne sont pas là pour établir la vérité, puisque la vérité, elle est établie ailleurs. Elle est établie notamment par les scientifiques, qui vont être dans une logique de la preuve, de l'instrumentation scientifique, du raisonnement, etc. Les médias, leur souci, ça va être d'être le plus crédible possible, c'est-à-dire ils ne sont pas dans une visée de vérité, ils sont dans une visée d'information, et cette visée d'information, pour qu'elle fonctionne, il faut qu'il y ait, il faut qu'on y croie. Parce que si on n'y croit pas, ça ne fonctionne pas. Donc c'est le principe selon lequel, quand vous regardez les informations, si vous avez trop de distance, si vous êtes trop critique, si vous ne croyez pas ce que vous dit le média, ça ne fonctionne pas et la visée d'information ne peut pas fonctionner. Donc tout le travail du média, c'est faire savoir, et on voit que c'est une mission, c'est une vocation de faire savoir à travers cette notion de crédibilité. Le média a aussi une autre visée qu'il ne faut pas oublier. Tous les médias ont cette double visée. D'abord, c'est faire savoir en faisant croire. On va revenir sur ces notions. Et puis, il ne faut pas oublier que derrière, c'est une entreprise, un média. Et que derrière, il y a un modèle économique. Donc, il y a une deuxième visée qui est dépendante de la première, qui est une visée qu'on appelle de captation. C'est-à-dire qu'il doit capter, il doit intéresser le plus grand nombre de personnes possible. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il doit construire des audiences, il doit construire des publics, il doit les fidéliser. Alors on voit ici déjà que ça commence à frotter, que dans certains cas, ces deux visées vont pouvoir être contradictoires. Parce que la visée de captation, j'ai mis faire ressentir, elle va beaucoup plus reposer par exemple sur l'émotion. Et donc on voit ici comment on va travailler l'information beaucoup plus autour de l'émotion, que la visée informative, elle va capter plutôt sur la pédagogie, sur l'explication, sur la compréhension. Et des fois, ça crée un petit peu des tensions. Donc une tension entre ces deux pôles qui pose problème aujourd'hui, et on va reprocher à certains médias d'être plus dans la deuxième visée, c'est-à-dire de rechercher à tout prix l'audience, parfois au détriment de la première visée qui va être la visée informative, c'est-à-dire être crédible. Donc en gros, si on recherche trop l'audience, on est moins crédible. Et on voit ça dans beaucoup de médias aujourd'hui, ça leur est en partie reproché. Donc le travail au quotidien des médias consiste à produire un discours qui va donner l'impression que ce qu'ils disent c'est vrai, qu'ils maîtrisent le monde, et donc tout leur langage médiatique va concourir à ça. On voit souvent par exemple dans ce qu'on appelle le discours de vérité, on voit beaucoup le recours au direct. Le recours au direct, typiquement, recherche ça. C'est-à-dire à un moment donné, vous l'avez tous constaté, des fois on a un envoyé spécial sur place, d'accord, ou derrière on voit un bâtiment. On se demande pourquoi il est sur place, parce qu'on ne voit rien qui se passe de manière extraordinaire. On ne voit pas trop l'intérêt même de mettre une caméra à cet endroit-là. En revanche, le fait qu'il soit sur place nous dit, regardez, c'est vrai, nous sommes à la source de ce qui se passe, nous avons recherché les informations depuis le lieu où ça se passe, et donc on est là encore dans cet effet de vérité, c'est-à-dire témoigner, montrer que le discours qu'on tient, c'est un discours de vérité.
Alors cette visée informative, c'est ce que je viens de dire, c'est l'effet de vérité, c'est croire vrai. Alors comment dire, il n'y a aucune connotation ici dans le terme crédibilité. Crédibilité ici, c'est être crédible. Les médias travaillent en permanence à être crédibles pour que le contrat de communication fonctionne. S'ils ne sont plus crédibles, le contrat de communication ne fonctionne plus et vous n'allez plus les pratiquer parce que vous n'allez plus croire en ce qu'ils vous disent. Donc c'est vraiment un contrat, c'est-à-dire dans le sens où ça lie les deux parties, l'instance de production et l'instance de réception. Donc les médias recherchent plus la crédibilité que la vérité. La vérité, encore une fois, c'est soit les scientifiques qui les établissent, soit la police. Les gens qui font des enquêtes établissent aussi des vérités. La justice, mais les médias ne sont pas là pour établir la vérité. Alors, juste un petit point aussi sur la notion d'événement médiatique. Je vous ai mis en titre, l'événement est toujours une construction médiatique. Donc ça, c'est une position qu'on défend pédagogiquement, avec l'idée selon laquelle tout événement médiatique relève d'une construction. Le terme construction ici, n'ayant pas de connotation forcément péjorative, construction ici ne signifie pas manipulation, ne signifie pas fabrication erronée. C'est juste l'idée, alors on va faire un petit peu de, c'est presque, je vais rappeler un petit peu ces cours de philo, informer, étymologiquement, ça vient du latin, ça veut dire mettre en forme, informare, mettre en forme. Donc informer, c'est d'abord mettre en forme à l'aide d'un discours. Alors l'action d'informer, je l'ai séparée en deux étapes ici. La première, c'est percevoir. Le monde qui m'entoure, si on considère qu'il y a une réalité autour de nous, qui est là, dehors, qui est autour de nous, et que cette réalité, je ne peux la percevoir qu'à travers mes sens. C'est-à-dire la vue, l'ouïe, le toucher, l'odorat, c'est que comme ça que je perçois la réalité. Et les journalistes comme les autres d'ailleurs. Donc lorsqu'il se passe un événement, le premier élément, c'est pour prendre connaissance de cet événement, je vais en prendre connaissance avec mes sens. Et mes sens, ils sont liés à ma personne. C'est-à-dire qu'ils sont liés au sujet. Et le sujet, qu'est-ce que ça produit derrière? De la subjectivité. Donc la première étape ici, c'est de considérer que chaque personne qui vit un événement, qui en est le témoin, un témoignage, va percevoir cet événement à travers ses sens qui lui sont propres. D'accord? Ça, c'est la première étape. Donc un journaliste qui est sur place, il va regarder, il va écouter, il va entendre, il va interroger des témoins qui eux-mêmes auront assisté à l'événement à partir de leur sens. Donc c'est un premier filtre où agit l'individu. Ensuite, la deuxième étape, c'est rendre compte de cet événement. Donc c'est la fameuse étape de mise en forme. Donc rendre compte, partager par le biais d'une mise en forme. Et cette mise en forme, elle passe par ce qu'on appelle en linguistique une configuration langagière, c'est-à-dire je choisis des mots, ou je choisis des images, ou je choisis des sons, là encore on est dans l'ordre du choix. Et cette mise en forme, elle a forcément une dimension subjective, parce que les choix qui vont être utilisés dans les mots, les choix qui vont être utilisés par les cadrages, les choix qui vont être utilisés par les échelles de plan, forcément pourraient être différents d'une personne à l'autre. Donc on voit ici qu'on a deux étapes, qui sont des étapes où on se rend compte que le processus d'informer, comme tous les processus de production de discours, relève d'une démarche de construction et de choix. Et donc on ne peut pas prétendre, par exemple, à la totale neutralité ou à la totale objectivité d'un discours médiatique. En revanche, on peut travailler à l'objectiver, on peut travailler à le neutraliser. Il y a des techniques pour ça. Mais en revanche, aucun discours ne peut être totalement dénué d'un quelconque ancrage individuel, social, idéologique, technique, etc. Donc il faut considérer ici que toute production médiatique est le résultat d'une série d'étapes qui relèvent de choix, je l'ai dit, personnel, idéologique, technique. J'ai pas la bonne caméra, j'ai dû prendre cette caméra, mais du coup l'image elle a telle tonalité plutôt que telle tonalité. Ah ben, j'étais sur place, j'ai pu interviewer que 3 personnes, donc ces 3 personnes vont donner un éclairage sur l'événement, etc. Il y a toute une série de circonstances qui fabriquent l'événement. Donc c'est l'idée, la proposition ici, est de considérer que toutes les informations sont des constructions au-delà même des accusations de manipulation, etc. C'est le résultat d'un processus de sens. On construit du langage. Donc la mise en forme, forcément, induit une configuration particulière. Donc un événement, si on reprend les étapes, c'est il se passe quelque chose. Ce que j'ai noté dans une modification de l'état du monde. Hop, la petite rupture, vous savez, la petite incertitude qui sort du quotidien. Il se passe quelque chose dans le monde.
Deuxième étape, il y a quelqu'un pour percevoir cet événement, enregistrer, capter, voir, entendre, etc. La perception. Et la troisième étape, c'est la construction d'une signification à travers l'objet médiatique, qui est un objet de langage. Un article, un reportage, un interview. Donc c'est tous ces éléments-là qui finalement construisent une information. Donc c'est pour ça que les médias ne transmettent pas ce qu'il se passe dans la réalité sociale, ils construisent une forme de réalité sociale et ensuite ils la diffusent, ils l'imposent dans l'espace public. C'est ce qu'on appelle la construction sociale de la réalité. Donc finalement, les médias sont des miroirs déformants de la réalité et absolument pas, comme souvent on l'a dans la tête, des fenêtres ouvertes sur le monde. Et souvent la télé s'est présentée de cette manière-là. On est une petite fenêtre qui vous donne accès au monde. C'est pas tout à fait comme ça que ça se passe. Il vaut mieux ouvrir là votre deux fenêtres pour voir le monde. Alors, j'essaie d'avancer parce qu'évidemment on a prévu trop de choses. Donc ce qui va nous intéresser maintenant, c'est, bon tout ça c'était un peu les éléments de base. Ce qui nous intéresse maintenant, c'est de savoir qu'est-ce qui se passe aujourd'hui. Pourquoi on parle autant de ces questions de médias, de manipulation, de fake news, on verra, en disant c'est la faute au numérique. Le numérique a amplifié tout ça, le numérique brouille les pistes. Donc l'idée c'est de voir un petit peu qu'est-ce qui se passe dans ce passage au numérique, dans ce développement du numérique, qu'est-ce qui change par rapport à la situation qu'on aurait vécue avant le numérique. Alors le premier point, c'est de considérer évidemment, on l'est toujours, que les médias sont en crise. Alors nous avec Annie, ça fait des années qu'on entend ça, les médias sont toujours en crise, en fait ils l'ont toujours été. Ils l'ont toujours été tout simplement parce que quand il y a un nouveau média qui arrive, forcément que les précédents sont en crise. Donc quand il y avait que la presse écrite, ben ça allait pas mal, puis est arrivée la radio, donc il y a eu crise des médias. Et puis après il y a la télévision qui est arrivée, crise des médias. Et puis maintenant il y a le numérique, du coup tout le monde est en crise. Donc évidemment que chaque évolution technique, chaque nouveau média rebat les cartes, répartit le pouvoir différemment et apporte de nouvelles pratiques. Donc qu'est-ce qui change? Alors paradoxalement, j'ai mis c'est une crise des médias, mais c'est une situation aussi paradoxale, parce que certes les médias sont en crise, mais en fait on n'a jamais été aussi dans une situation où il y a eu autant de production d'informations et autant de consommation d'informations. Vous voyez, c'est un peu paradoxal. D'un côté on a une profusion d'informations, une profusion de sources, de quantité d'informations, et de l'autre côté, c'est le deuxième point, on s'aperçoit qu'il y a, les médias sont en crise, qu'on a une réduction du nombre de journalistes, on a une réduction du nombre de rédactions. Il y a des chiffres ici qui le montrent, aux États-Unis, en France, un chiffre que j'ai trouvé en 2016 qui paraît énorme, qui était sourcé par un économiste, 600 journalistes en moins en France par an, chaque année. Donc c'est quand même énorme. Alors ça ne veut pas dire qu'on fait moins de journalisme, mais ça veut dire peut-être que les gens qui font du journalisme ne sont pas journalistes. Et c'est déjà le cas, parce qu'il y a beaucoup de gens qui pratiquent le journalisme qui n'ont pas forcément la carte, et ça c'est une particularité française. Alors qu'est-ce que le numérique transforme à cette situation? En quoi est-ce qu'il est responsable en partie ou pas de cette crise? Alors le numérique transforme, j'ai mis 2 points, il y en a bien plus, la liste aurait pu être bien plus longue, j'ai choisi d'en aborder ici seulement 2. Le premier, c'est qu'il transforme les manières de s'informer, c'est-à-dire les manières dont nous, chacun d'entre nous, nous informons. Les manières de s'informer, alors je l'ai dit, la demande d'information n'a jamais été aussi importante. C'est pas du tout que les gens ne s'intéressent pas à l'information, c'est pas du tout qu'ils s'en moquent, au contraire, ils pratiquent énormément l'information. À titre d'exemple, le journal Le Monde, par exemple, qui reste une référence, a quotidiennement entre 1,5 million et 2 millions de visites sur son site, ce qu'on appelle des visites uniques, alors que quand il fait un bon tirage papier, il est à 200 000, 250 000 exemplaires. Donc tout ça pour montrer que le numérique ne l'a pas forcément détruit, au contraire, ça lui apporte beaucoup de lecteurs supplémentaires. Donc c'est pas forcément la mort des médias comme on a pu l'annoncer. Simplement, cette activité, le numérique, enfin ce milieu plutôt, a énormément transformé les manières de travailler, notamment avec ce qu'on pourrait appeler la participation, c'est-à-dire que le fait que les publics n'ont plus tout à fait la même place. Avant, on les appelait des lecteurs, des téléspectateurs, des auditeurs. Ils avaient un statut bien établi, on savait à peu près ce qu'ils faisaient, on savait à peu près qui ils étaient. Aujourd'hui, lorsqu'on les appelle des internautes, c'est un peu plus compliqué de les définir. Parce qu'ils ont à disposition toute une série de fonctionnalités qu'ils n'avaient pas avant,
comme par exemple partager des informations, mais aussi les critiquer, les commenter, parfois même les corriger. Le journaliste qui s'est trompé, je peux vous dire que dans les heures qui suivent, on sait tout de suite qu'il s'est trompé. Parce qu'il va y avoir des gens pour le signifier qu'il s'est trompé. Donc ça, c'est relativement nouveau et ça transforme évidemment le travail journalistique. L'autre point qui a fondamentalement transformé aussi la manière de consommer l'information, c'est l'idée selon laquelle on pourrait trouver toutes les informations gratuitement. Donc quel intérêt de payer à un moment donné pour avoir de l'information? Et ça, c'est surtout vrai d'ailleurs dans les générations qui nous suivent. C'est-à-dire, ça semble aberrant pour des jeunes publics que de payer un abonnement pour avoir un média, ce qui était quand même assez logique dans les décennies précédentes. Donc l'idée qu'une information, c'est un produit qui relève d'une profession, que cette profession doit être rémunérée, que c'est les résultats d'un travail, cette chose-là est difficile à imposer sur Internet, puisque tous les nouveaux acteurs, notamment, c'est le modèle de la gratuité qui prévaut. Et qu'aujourd'hui, les médias classiques, on va dire, les journaux papier, les quotidiens, ont des difficultés à faire payer pour accéder à leur contenu. Donc vous verrez d'ailleurs qu'ils proposent toujours des situations un peu mixtes. Quand vous allez sur leur site, il y a une partie des contenus qui est gratuite, et puis pour accéder au reste, là on met un petit péage, il faut payer pour accéder au reste. Et d'ailleurs ils ont tout essayé, ils ont eu des périodes où ils ont fait tout payant, tout gratuit, le modèle économique en fait est toujours pas établi. Donc certains médias sont toujours pas rentables en numérique, parce qu'on n'arrive pas effectivement à faire payer les gens pour de l'information professionnelle. Les réseaux sociaux, évidemment, jouent un rôle important là-dedans, parce qu'ils viennent renforcer cette idée que les contenus sont gratuits, que les services sont gratuits, que les applications sont gratuites. Et en plus, ils viennent renforcer l'idée que le modèle économique est invisible. Sur les médias précédents, on savait qu'on payait soit au numéro, qu'on était exposé à la publicité, à la télévision, à la radio, et qu'on payait une redevance. C'est à peu près comme ça qu'étaient financés les médias. Aujourd'hui, quand on utilise les réseaux sociaux, on n'a aucune idée du modèle économique qui est derrière. À un moment donné, il faut se poser la question de comment ces gens-là sont rémunérés. S'ils ne font pas ça, on ne peut pas appeler ça du bénévolat. Je ne crois pas que Facebook soit de l'ordre du bénévolat. Donc à un moment donné, le modèle économique est complètement opaque. Donc cette question du modèle économique, voilà, c'est le deuxième point, c'est-à-dire qu'elle transforme la concurrence entre les médias. C'est clair qu'un média qui fait payer son contenu par rapport à un média qui ne fait pas son contenu, la concurrence va s'établir de manière différente. Donc là, on est face à une tendance où les vieux médias tiennent encore un peu la route sur des modèles anciens où il faut payer pour accéder au contenu. Et les nouveaux qui arrivent font éclater tous les formats en disant mais pas du tout, il n'est pas question de faire payer les usagers. Et donc les modèles économiques, c'est les données, c'est des choses qui sont invisibles, c'est l'exposition à des publicités mais un peu plus cachées, un peu moins évidentes. Donc la crise des médias est donc à la fois celle des usages, transformation des manières de s'informer, et celle des modèles économiques, où pour beaucoup de médias classiques, on n'a pas trouvé encore le moyen de faire de l'argent en faisant de l'information. Alors, on arrive maintenant à la deuxième partie de la présentation, qui porte plus évidemment sur... Anne-Lise a travaillé sur un cas concret sur Internet, qu'elle va vous présenter plus en détail, et ce qui va nous permettre de faire le lien un petit peu entre ce que je viens de vous présenter et le cas particulier qu'elle va vous présenter. C'est cette question des fake news, évidemment, dont on entend beaucoup parler, c'est le terme un petit peu à la mode, parce qu'il a été popularisé, on va dire, par un certain président américain qui en a fait un petit peu un argument, et depuis il a été repris un peu partout. Et d'ailleurs l'étymologie du terme vient de là, le terme fake news, on a tendance à le traduire, mais il vient un petit peu justement du caractère anglo-saxon. Allez, à mon tour. Alors, je vais essayer d'enchaîner sur cette période peut-être très contemporaine, puisque ce terme de fake news est assez récent. On l'a d'abord adopté depuis des désignations faites donc aux États-Unis, dans le monde anglo-saxon, sans toujours bien saisir les nuances que pouvait recouvrir cette expression. Et bien souvent, on l'a considéré que fake news, c'était une fausse information,
Alors qu'en réalité, derrière le terme fake en anglais, il y a plutôt quelque chose comme un simulacre de l'objet, voilà, donc quelque chose qui se donne pour, qui fait semblant d'en être mais qui n'en est pas, etc. Donc on est plutôt sur un faux article, un faux produit médiatique, plutôt que nécessairement une fausse information. Alors après, on a aussi différentes acceptions du terme, c'est-à-dire qu'on voit par exemple, certains peut-être ont déjà vu des pastiches d'informations qui sont revendiquées comme telles, hein, qui sont des blagues en quelque sorte, voilà, comme le Gorafi, peut-être certains connaissent, enfin voilà, où on joue avec l'information, où on en reprend les codes et on transforme ça en blague, mais ça circule sur les réseaux sociaux, on ne sait pas toujours si les gens comprennent que c'est une blague et finalement ça fabrique quelque chose comme un malaise, puisqu'on perd un peu ses repères, voilà, parce que ça a toutes les apparences d'une information, mais en fait c'est un canular. Voilà. Et puis il y a bien sûr cette idée de fausse information, il y a aussi, bien souvent on voit dans les propos des hommes politiques, la désignation de la fake news, qui s'adresse cette fois-ci à des médias, hein, le Washington Post ou le New York Times, etc., sont régulièrement désignés par Donald Trump comme produisant des fake news, c'est-à-dire en gros on leur reproche de ne pas faire leur travail correctement et d'être partisans, etc. Et donc du coup c'est une façon de disqualifier le travail des médias. Alors on en parle énormément et pour autant est-ce qu'on considère est-ce qu'on doit considérer que cette histoire de fake news est absolument nouvelles, récentes, etc., liées à l'Internet, aux réseaux sociaux, etc. Bon, en regardant un tout petit peu en arrière dans l'histoire des médias notamment, on va se rendre compte que depuis toujours, on a reproché aux médias de colporter des rumeurs, etc. Alors, on parle aussi très régulièrement, depuis que les médias existent, de fausses nouvelles, de rumeurs, de faux bruits, de mensonges, etc. Et j'ai repris la citation d'un journaliste érudit nommé Pierre Bayle, qui écrivait en 1702. Finalement, il présente un souhait d'avoir une instance ou des personnes qui seraient dédiées à la vérification des informations, comme aujourd'hui, finalement, on a des rubriques entières et qui sont consacrées à ça dans les médias. Donc il serait à souhaiter qu'on charge à quelqu'un de marquer à la fin de chaque année tous les faux bruits qui auraient couru. Donc on voit bien à la fois que c'est une réalité de professionnels, hein, des médias de l'époque, que parfois de colporter de fausses informations et ce souhait exprimé d'essayer de comptabiliser tout ça et de restaurer, en tout cas, ou de créer une sorte de contrepoids à cette tentation des fausses informations. Alors je voulais citer aussi le travail d'Alexis Lévrier, qui est un collègue qui travaille sur l'histoire de la presse et qui a produit un texte assez savoureux sur les fausses morts du roi Soleil, donc à l'époque de médias d'information qui étaient principalement contrôlés par le pouvoir royal. Donc on a ici, je fais référence à la Gazette, qui est donc l'ancêtre de la presse imprimée, hein, qui est le premier journal qui ne ressemble pas du tout aux journaux que l'on connaît aujourd'hui, mais qui avait l'intérêt d'être une publication périodique, hebdomadaire, et qui avait aussi un intérêt pour nous qui regardons un peu cette histoire des médias, c'est que c'est le premier à avoir eu besoin d'un financement pour pouvoir rentabiliser sa production, c'est-à-dire que sa publication était en très faible nombre, trouver un lectorat aussi assez faible, et donc pour financer sa publication, il a eu recours aux petites annonces. Donc on voit tout de suite là comment s'est mis en place un prototype de journal d'information. Ensuite, on a aussi le Mercure, et ces médias sont sous contrôle, ils sont complètement... on ne publie pas ce qu'on veut à cette époque-là.
Et Alexis Évrier nous rappelle que à cette époque, cette presse sous contrôle est concurrencée par des médias qui se développent à la frontière du pays, notamment sous l'égide des Huguenots, et qui cherchent à déstabiliser un peu cette presse officielle. Et cette presse périphérique produit aussi pas mal d'infox, on dirait aujourd'hui, hein, pour déstabiliser le pouvoir. Et à l'époque, on dit que les Parisiens, notamment, sont très friands hein, de ces rumeurs, de ces informations qui déstabilisent un peu les informations officielles. On parle aussi à l'époque des nouvellistes qui rédigent beaucoup, qui font un peu du storytelling, hein, on dirait aujourd'hui, c'est-à-dire qui ont un récit, un rapport à l'information qui n'est pas du tout celui de la presse anglo-saxonne, qui est beaucoup plus attaché à transcrire des faits, alors qu'en France notamment, on a toujours beaucoup accordé d'importance à la plume hein, des journalistes, et beaucoup d'écrivains avaient d'ailleurs une activité par ailleurs de journaliste. Hein. On a vu on parle beaucoup d'Émile Zola avec l'affaire Dreyfus en ce moment, voilà, mais ils étaient nombreux, Balzac entre autres, à produire, à participer finalement à l'activité médiatique. Voilà. Donc on a cette situation hein, de gens qui écrivent l'information, mais des fois un peu romancée, et parfois prennent beaucoup de liberté avec la vérité ou quelque chose qui serait de l'ordre du fait. Ils sont à la fois très dégrillés, mais en réalité on les aime bien parce qu'ils racontent des histoires qui plaisent, comme aujourd'hui finalement on voit que les fake news entre guillemets ont un énorme succès. Et j'ai une collègue qui disait la dernière fois dans un colloque, mais finalement c'est que les gens adorent ça. C'est totalement aberrant, ridicule, c'est voyeuriste, c'est tout ce qu'on veut, mais les gens adorent ça. Et donc à l'époque, voilà, c'est pas nouveau, les gens adoraient ça aussi. On leur demandait pas que ce soit vrai, on avait juste envie de raconter des histoires un peu invraisemblables. Alors, dans le journalisme, il y a toujours eu cette tension entre voilà, produire de l'information véridique et puis cette tentation vers la possibilité de romancer ou peut-être de s'affranchir de certaines exigences en matière de vérification de l'information. Or, la vérification apparaît un peu comme un commandement du journalisme, du moment qu'il veut affirmer son professionnalisme et essayer d'obtenir cet accord avec le public, c'est-à-dire le fait qu'on lui fasse confiance. Donc pour obtenir la confiance du public, le journaliste doit aussi produire des documents, des chartes, dans lesquels le journalisme s'engage à vérifier l'information, à ne pas divulguer de fausses informations, à ne pas diffamer, etc. Il y a tout un arsenal hein, de listes, en tout cas assez précises, d'interdits en quelque sorte du journalisme. Ceci étant, ce n'est pas toujours mis en application de façon stricte, et il n'y a pas d'éléments qui permettent... Alors il y a une loi, hein, la loi de juillet 1881, qui est supposée sanctionner hein, un certain nombre de pratiques. Hein, on n'a pas attendu la loi contre les fake news. Ça existe, hein, il y a déjà des sanctions hein, régulièrement pour diffamation, production de fausses informations, etc. Mais malgré tout, tout le monde peut un peu négocier avec ça. Et puis, on l'a vu tout à l'heure, la vérité n'est pas nécessairement au cœur de l'activité journalistique. L'idée, c'est effectivement de dire ce qu'on voit, vérifier, croiser des témoignages. Pour autant, c'est une manière de voir la réalité. Ce n'est pas forcément la vérité avec un grand V, qui peut-être d'ailleurs n'existe pas. Alors, aujourd'hui, on a un certain nombre de textes, hein, comme des chartes de déontologie, plus ou moins en France, portées par le Syndicat national des journalistes. On a aussi des chartes au niveau européen, et depuis peu, hein, très peu, puisque ça date du 2 décembre 2019, on a eu la première assemblée générale du Conseil de déontologie journalistique et de médiation. Donc c'est un nouvel organe
qui s'est créé en même temps, enfin qui était pensé en même temps qu'on a mis en place la loi contre les fake news l'année dernière. L'idée étant à chaque fois d'essayer de réguler un peu l'activité journalistique et de rassurer le public sur le sérieux de cette activité. Ceci étant, malgré tous ces chartes qui s'empilent, ces vœux, en tout cas ces affirmations sur ces engagements, sur le fait qu'on va travailler sérieusement, etc., les journalistes sont régulièrement confrontés à des situations qui sont celles de l'accélération du temps médiatique. C'est qu'aujourd'hui, une information doit être produite extrêmement rapidement, elle est diffusée quasiment instantanément. On sait très bien que arriver après les autres, c'est toujours pénalisant. Tout le monde cherche l'audience, tout le monde cherche à être le premier. Voilà, et donc, du coup, on peut aller parfois un peu vite et peut-être s'affranchir d'étapes de vérification. Et on voit bien que tous les médias, un jour ou l'autre, se sont trouvés pris en flagrant délit, hein, on va dire, de manque de rigueur en matière de vérification de l'information. Et cette concurrence généralisée sur l'Internet, avec cette instantanéité de la publication, on voit aujourd'hui, par exemple, souvent, vous l'avez peut-être remarqué, des articles qui sont produits assez rapidement et en fait, ils ne sont pas stabilisés, les articles aujourd'hui. Ils vont être mis à jour. Et on va avoir, un horaire de mise à jour parce qu'on va rajouter des éléments, parce qu'on va nuancer des choses, parce qu'on se rend compte qu'on est peut-être allé un peu vite en besogne. Voilà. Donc la production journalistique n'est plus du tout stabilisée comme avant. On avait un bouclage dans un média imprimé. Une fois que c'est imprimé, c'est difficile. Alors que là, on se permet d'ajuster un petit peu en permanence. Et puis, d'autre part, on voit qu'il y a une situation de défiance aujourd'hui qui est assez forte vis-à-vis des médias. Alors, on a vu qu'elle n'est pas nouvelle, ces accusations de collusion avec les pouvoirs politiques et économiques. La proximité des journalistes vis-à-vis du politique, tout simplement. On en a beaucoup parlé avec l'affaire Strauss-Kahn et ça. Comment se fait-il que les médias n'en aient pas parlé avant, tout ça, c'est pratique et tout ça. Voilà. Tout simplement, les médias, pour avoir des infos, et c'est valable dans le sport, c'est valable en politique, etc., il faut qu'ils aient leurs entrées, leurs sources, il faut qu'ils soient bien informés, il faut qu'ils soient au plus près de là où ça se passe. Et pour être bien informés, souvent, on leur dit, là c'est off the record, il ne faut pas enregistrer, il ne faut pas que ça sache, je te le dis entre... Voilà, ça leur permet d'avoir des informations parce qu'ils sont au plus près. Et d'ailleurs, ils font des voyages avec tel homme politique, ils vont les suivre au plus près. Voilà. Donc, forcément, à ce moment-là, quelle neutralité, à quel moment on ne va pas peut-être même mentir par omission, tout simplement, parce que il faut protéger ses sources aussi. Voilà, puis vous connaissez, il y a des grands groupes médiatiques qui possèdent de nombreux médias et donc effectivement, par exemple Libé, quand ils avaient fait la une sur Bernard Arnault qui partait en Belgique pour fuir le fisc, avait fait une une assez choquante, j'ai oublié de la mettre là, j'aurais pu vous la montrer, qui était Casse-toi pauvre riche, non c'était Condriche, Casse-toi pauvre riche, Condriche ou je ne sais plus quoi. Instantanément, Libération a perdu 400 000 € d'annonces publicitaires. Voilà. Donc on voit bien que être journaliste, publier de l'info, c'est aussi prendre en considération le fait qu'il y a des annonceurs, que les annonceurs font vivre les médias et que du coup, il y a des endroits où on ne peut peut-être pas y aller parce que du coup, ça mettrait peut-être en péril le média. Alors, je voulais principalement axer ma présentation, je vais peut-être faire plus vite là, sur un exemple sur lequel j'ai travaillé, qui est un peu un exemple de confrontation entre une production journalistique et une production d'information, mais d'information, alors il y a des gens qui vont me dire qu'il faut mettre des guillemets information, je les mets comme ça, une production en tout cas de contenu sur le web qui se présente comme de l'information, et qui est le fait de militants
et on va avoir un conflit de légitimité. Chacun dit c'est moi qui dis vrai, c'est moi qui dis vrai, tous menteurs, etc. On va voir qu'on trouve sur le web, sur un même sujet, donc une controverse en quelque sorte, différentes manières d'écrire, et on va voir comment finalement, on voit bien comment production journalistique et ces autres formes d'information peuvent se retrouver assez différentes, mais on va voir quand même qu'il y a aussi des points communs. Alors, ça se passe en janvier 2014, c'est pas hyper récent, mais pour moi c'est assez emblématique d'une situation. C'est une action qui a été mise en œuvre par des gens qui étaient un peu dans la mouvance de la Manif pour tous, à la suite du mariage pour tous, et qui ont trouvé une possibilité de réactiver, je dirais, ou de prolonger les mouvements qui avaient mis de nombreuses personnes dans la rue, prenant pour prétexte un programme qui avait été initié par Najat Vallaud-Belkacem et Vincent Peillon, alors ministre de l'Éducation, pour essayer de promouvoir, ou en tout cas de sensibiliser les enseignants et les enfants à la question de l'égalité entre les petits garçons et les petites filles, de telle façon que chacun puisse envisager sa manière d'être et son avenir sans être trop marqué par des stéréotypes liés au genre féminin ou au genre masculin. Alors, ce que je vais vous montrer, c'est que c'est un mouvement militant qui va surprendre les institutions, que ce soit le ministère de l'Éducation nationale, les écoles, mais aussi les médias, puisqu'en fait, l'information arrivera bien après dans les médias. Elle va d'abord se diffuser sur les réseaux, sur les smartphones. La mobilisation va prendre et les médias vont arriver après. Le train était parti. Et on va voir comment coexistent ces discours un peu antagonistes. Alors, un petit florilège pour vous montrer d'abord de qui je parle, de quoi je parle. De médias qu'on qualifie, certains appellent ça la fachosphère, d'autres appellent ça la réinformation, mais ça, quand j'appelle la réinformation, c'est bien entendu les gens qui portent ce mouvement-là qui le désignent ainsi, et qui sont souvent attachés au courant assez extrême, mais pas seulement, voilà, de tout bord, on va dire, mais quand même assez à l'extrême droite. Alors on va avoir le site de Alain Soral. J'ai gardé la capture d'écran de l'époque. On voit quelqu'un qui est capable de se revendiquer à la fois dans la lignée d'Hugo Chavez, mais aussi des leaders, des types communistes, etc., etc. Et puis il a un slogan qui est en gros l'ordre qui serait attaché à la droite et aussi l'engagement social de la gauche. Enfin, bref. On a des documents comme des sites comme Nouvelles de France, des sites comme Média Libre, et on voit qu'on a bien quelque chose qui peut laisser à penser qu'on a un média comme un autre. Comme on a Le Monde, l'Humanité, ben on a Média Libre et Nouvelles de France, quoi. Voilà. Après tout, si on n'est pas un peu averti, on ne sait pas qui se trouve derrière ces médias-là, et on ne peut pas savoir qu'il ne s'agit pas en réalité du tout d'institutions médiatiques. Pas du tout. On va vers quelque chose qui peut devenir beaucoup plus outrancier. Alors ici, vous avez par exemple le site Boulevard Voltaire, donc qui est régulièrement et souvent interdit, puis après qui reprend. Enfin bon, bref, maintenant ils font plus attention. On a des choses qui sont comme 24 heures actu. Là encore, on peut se tromper un peu sur qui il y a derrière. On a des choses assez folles comme RSO 17 pour une nouvelle France non israélisée, et puis Actu de France, le meilleur de l'actualité avec le mariage gay, nouveau projet maçonnique pour l'école, gender pour tous, etc. Donc vous voyez, on est sur des formats de production qui pourraient ressembler à des médias journalistiques, mais dont on voit, mais il faut quand même avoir un peu d'attention, et puis il faut avoir envie d'avoir une démarche un peu analytique et critique pour voir qu'on n'a pas réellement affaire à des médias traditionnels, ou en tout cas
institutionnalisés comme des médias, mais à des blogs d'information, des sites d'information d'opinion portés par des structures très militantes. Alors, les médias vont réagir une fois que dans la réalité, eh bien, le mouvement a vidé certaines classes de leurs enfants. C'est-à-dire que les parents ont reçu des messages d'information qui les ont alertés, qui leur ont fait peur. On leur a dit qu'en école maternelle, ils allaient avoir de l'éducation sexuelle, avec de la démonstration, avec des images pornographiques, que les petits garçons sauraient plus s'ils étaient des petits garçons ou des petites filles, que les cours seraient assurés par le lobby LGBT, c'est-à-dire des associations homosexuelles. Il y aurait même éventuellement des associations juives aussi, en gros, voilà. Alors ça ressemble un peu à des choses complètement folles, mais en réalité, des gens ont donné crédit à ces informations-là, et effectivement, les gens ont retiré les enfants des écoles. Dans certaines écoles, jusqu'à 30% des enfants étaient absents, et des fois plus dans certains quartiers. Alors, les enseignants étaient un peu sous le choc parce qu'ils n'ont pas vu venir le truc. Et c'est les parents qui ont montré des SMS, des photos, des choses qui avaient circulé sur Facebook. Ça s'est d'ailleurs passé en région lyonnaise avant de se passer en région parisienne. Et finalement, on a eu très peu d'écho. Et puis c'est quand ça s'est passé en région parisienne que d'un seul coup, bam! Alors là, badabam, allez, TF1, France Info, tout le monde, tac, tac, tac. Là, ça a été le matraquage médiatique, genre d'un seul coup, qu'est-ce que se passe-t-il? Et du coup, les médias ont réagi massivement. Alors, qu'est-ce qui s'est passé quand ils ont réagi? Ils ont commencé par disqualifier les sites qui produisaient ce type d'informations. Et ils ont, alors là j'annonce et puis je vais vous montrer, donc pour disqualifier, il faut dire c'est pas de l'info, c'est même pas une opinion, c'est une rumeur, c'est une intox, etc. Voilà. Alors je dis pas que c'est pas vrai, hein, c'était pas une rumeur, c'était pas une intox, mais c'était quelque chose qui se donnait comme une information. Ensuite, les médias ont disqualifié la méthode présentée comme déloyale, c'est-à-dire qu'en fait, ils sont obligés d'expliquer pourquoi ils arrivent en retard en fait sur l'événement. Donc ils ont été doublés parce que justement on n'a pas affaire à de l'information médiatique, journalistique, vérifiée, etc., etc. On a affaire en réalité à une sorte de rumeur qui est passée de façon presque interpersonnelle par le biais des smartphones et des réseaux sociaux. Ça circule très très vite. C'est invisible, c'est un peu comme une guérilla, vous voyez, quelque chose qui est souterrain, masqué, etc. Et d'autre part, le travail va consister à désigner des ennemis, des dangers, etc. Parce que l'objectif, c'était de rappeler l'importance du travail des médias. Parce que quelque part, bien entendu, les porteurs de ces rumeurs sont aussi des gens qui attaquent les médias sur leur travail, sur leur collusion avec leur pouvoir, etc., etc. Alors voilà par exemple le genre d'information qui est produit. On voit par l'Obs, Europe 1, etc. J'ai essayé de panacher un peu toutes les captures d'écran pour que vous voyez. On a l'idée de rumeurs qui revient de façon très fréquente. Et la publication des messages qui ont circulé notamment sur les smartphones avec une capture d'écran de smartphone. Le fait qu'on les désigne comme quelque chose de mystérieux, comme quelque chose qui n'est pas franc, quelque chose qui n'est pas assumé, quelque chose qui circule un peu sous le manteau, qui est caché et qui est quelque part un peu malhonnête. Ces outils, cette manière de présenter la stratégie ou la diffusion de l'information, c'est une manière de se disculper, c'est-à-dire pour les médias, c'est une façon de dire c'est normal, on s'est fait doubler parce que c'était pas, ces gens-là ne sont pas honnêtes, ces gens-là ne se comportent pas comme des journalistes, il n'y a pas de déontologie, il n'y a pas d'engagement réel sur le travail de vérification, etc. Et en plus,
ils ont travaillé de façon extrêmement rapide, virale, etc. Ça nous dépasse, c'est quelque chose sur lequel on n'a pas de prise. Et du coup, tout ça vise bien sûr à dire le combat n'est pas loyal et ce n'est pas de l'information. On est dans un dispositif qui n'est pas un dispositif d'information, mais qui est un dispositif de propagande, de manipulation. Et bien entendu, puisqu'on a affaire à des gens qui sont dans la manipulation, dans la fake, parce que c'est quelque chose qui se donne pour de l'information, mais qui en réalité n'en est pas, ça rend nécessaire le recours aux experts, et aux experts médiatiques de préférence. Donc du coup, on va avoir beaucoup de productions médiatiques qui mobilisent, on voit ici le texte de Guillaume Brossard, cofondateur de Hoaxbuster. Donc je ne sais pas si vous connaissez, mais quand vous voyez circuler quelque chose et vous ne savez pas trop de quoi il retourne, effectivement, avant de diffuser, c'est pas mal de faire un tour sur son site parce que effectivement, ils se sont fait, ils ont pour mission en quelque sorte de débusquer toutes les constructions, les productions comme ça douteuses qu'il faut justement essayer d'éviter de faire circuler. Donc cet expert-là, qui est reconnu dans son domaine, vient expliquer qui y a derrière cette rumeur. Donc je ne vous mets pas l'article, mais vous voyez le petit sigle expert là, qui est comme un label, voilà, qui cautionne et qui vient justement nourrir le croire. C'est-à-dire, lui, il faut le croire, d'abord parce qu'on dit d'où il vient, on dit quelle est son activité, et puis on met un petit label. Bon, il ne veut rien dire ce label, hein, il n'est pas authentifié par personne, hein, mais on a envie de dire, ok, ça c'est quelqu'un de sérieux, donc je peux lui accorder ma confiance, parce qu'en fait c'est quand même une affaire de confiance. Alors, les journaux vont faire pédagogiquement l'œuvre ils vont faire la démonstration de qu'est-ce que c'est que le journalisme sérieux, justement pour déconstruire le travail des militants. Voilà. Donc, appel à la raison, il faut montrer que les journalistes, ils font des listes, ils sont dans l'accumulation des preuves, des éléments dans l'enquête, voilà, ils vont faire tout ce qu'ils peuvent pour essayer de montrer qu'ils sont sérieux dans leur travail et qu'ils viennent nous accompagner, et il faut qu'on les croie. Ils vont être aussi assez diplomates, hein, parce que c'est vrai qu'au début, dans quelques reportages, on voit mais c'est quoi ces fadaises, etc. Et puis les gens, comment peut-on être aussi crédule et tout. Et puis petit à petit, non, ils vont se dire, oulala, il y a quand même beaucoup de gens qui ont retiré leurs enfants de l'école, on ne peut pas tous les traiter d'imbéciles, hein. Donc il va falloir quand même qu'on les considère plutôt comme des victimes, des gens qui se sont fait abuser, plutôt que de dire... voilà. Alors, voyez ce que j'essayais d'expliquer là, on voit bien 5 fantasmes, voilà, on est sur des listes, 5 intox, etc. Donc on est vraiment sur pédagogiquement, voilà, ce que vous devez retenir en 5 points, c'est un peu comme des fiches, on va être vraiment dans la production de preuves, etc. Et puis on a un matraquage médiatique assez important. Là c'est juste pour vous montrer, simplement on voit ici c'est l'Obs qui produit ce texte, et à la fin de leur article, et ben, alors qu'ils sont quand même en concurrence tous, hein, mais là d'un seul coup il y a une espèce de sainte alliance là, entre tous les médias, parce qu'ils se sont sentis mis en danger par ces productions sur la théorie des gens. Donc on voit qu'ils mobilisent Libé, France Inter, etc. On va avoir tous les médias qui parlent de ce sujet-là en boucle. Alors, ce qui se passe quand on analyse ce travail des médias, le problème c'est qu'ils sont quand même pas exempts de toute critique, et que c'est pas parce que d'un côté effectivement ils font leur travail sérieusement que pour autant on doit taire la critique et l'analyse de leur production. Et on va très vite se rendre compte d'où vient une partie de l'insatisfaction du public vis-à-vis du travail des médias. C'est qu'effectivement, ce positionnement qu'ils ont, c'est-à-dire ils informent, c'est eux qui savent, c'est eux qui détiennent une sorte de vérité, et ils vont avoir un positionnement souvent très surplombant, avec une sorte d'homogénéité dans le discours,
qui fait que ça manque de débat, ça manque de quelque chose qui pourrait laisser à penser qu'on a un peu de place pour tout le monde. Or, tous ceux qui s'expriment, c'est le directeur d'école, le ministre, l'autre ministre, encore le président du Sénat, et puis encore un directeur d'école, et voilà. Et finalement, cette accumulation de prises de parole qui sont toujours des prises de parole qui sont attachées souvent au pouvoir, etc., font que le public parfois peut se trouver qu'effectivement il ne se retrouve pas dans les médias. C'est-à-dire quelque part, les médias ne parlent pas d'eux non plus. Enfin voilà, et ça n'est qu'une affaire de collusion, de proximité avec les acteurs du pouvoir. Voilà, bon, des photographies décoratives parce qu'en fait elles disent rien du tout, et on voit bien que finalement souvent les médias parlent à leur public qui est déjà convaincu. Les gens qui lisent Le Monde, c'est des gens qui accordent du crédit au Monde. Les gens qui lisent l'Obs ou Le Figaro, c'est des gens qui accordent du crédit à ces journaux-là et qui regardent la télé. Voilà. Alors, même si on dit qu'on n'y croit plus, bon, on les regarde, on leur accorde quand même de temps en temps un peu de crédit. Et ceux qui retirent leurs enfants de l'école, c'est pas ceux qui lisent Le Monde, c'est pas ceux qui... Voilà. Donc, finalement, à quoi ça sert toute cette démonstration ? Les stratégies de la mobilisation qui mettent en difficulté aujourd'hui les médias, et qui, ça s'est passé pour la mobilisation contre les ABCD de l'égalité, mais on va voir qu'aujourd'hui ça se passe encore pour d'autres sujets. On voit qu'il y a une stratégie du court-circuit. On a vu que les médias imposaient une forme d'agenda, c'est eux qui décident de quoi il faut parler, qu'est-ce qui est important aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut savoir de ce qui se passe dans le monde. Eh bien, il y a des gens qui disent eh ben non, moi j'ai aussi des trucs à dire, et donc aujourd'hui, de plus en plus, on a des acteurs qui décident que les médias ne leur donnent pas de place, ne leur donnent pas de tribune, donc ils construisent leur propre tribune. Donc, ils vont trouver, et c'est facile aujourd'hui avec Internet, on peut s'auto-publier, avant c'était un peu plus compliqué, même s'il y a toujours eu des productions un peu à la marge. Voilà, donc il y a toutes sortes d'auteurs qui parlent de cette capacité qu'aujourd'hui on peut s'auto-publier, on peut produire des contenus sans être coincé par le filtre. On a appelé souvent les médias les gatekeepers, donc c'était aussi une théorie américaine, anglo-saxonne, sur le fait que les médias avaient une sorte de... C'était un filtre, voilà, et tout le monde ne pouvait pas parvenir à la visibilité. Aujourd'hui, on s'en affranchit, il y a des tas de possibilités de consommer. Une autre stratégie qui est celle de la dissémination, où on diffuse énormément et on utilise plein de circuits. Les réseaux, c'est justement, on jette quelque chose et puis comme une bouteille à la mer, mais sauf que là, elle se fragmente et elle va se disperser de façon incroyable. Et puis, ça c'est quelque chose que j'ai analysé par rapport à cet exemple-là, c'est qu'on va avoir une gestion des images qui est très différente. Les médias sont contraints, vous voyez. Les médias sont des entreprises qui risquent d'être accusées si elles ne respectent pas, par exemple, le droit à l'image, d'accord ? Donc, quand on vous photographie, normalement, et quand on utilise votre image, on doit vous faire signer un consentement. Quand on utilise la photo d'un photographe professionnel, on doit donner le crédit, c'est-à-dire dire qui a fait cette image. Donc les médias sont normalement respectueux des lois, voilà, logiquement. Et alors que, bien entendu, toutes ces productions alternatives, autres, etc., s'en affranchissent avec beaucoup d'aisance. Ils n'ont pas peur de la diffamation, ils n'ont pas peur d'insulter, ils n'ont pas peur et ils sont pas aussi souvent que ça mis en difficulté. J'avais commencé tout à l'heure en parlant, en interrogeant la nouveauté des fake news. Alors je voulais revenir à cette, à cette
difficulté d'accorder du crédit et d'accorder la confiance aux médias, aujourd'hui comme hier, la défiance qu'on peut avoir vis-à-vis des médias, cette affiche date des événements de mai 68, et cette capture d'écran vient est liée au mouvement des Gilets jaunes. Donc on voit bien ici presse ne pas avaler, ici danger, manipulation, médias ne pas avaler. On voit bien cette mise en miroir assez facile de voir que finalement cette confiance n'est pas gagnée, bien au contraire, est régulièrement mise en difficulté, en doute par les citoyens. Aujourd'hui comme hier, la critique des médias est assez virulente. Il y a pas mal il commence à y avoir des articles qui prennent pas mal de recul sur la façon dont le mouvement des Gilets jaunes a pointé du doigt justement certaines formes de traitement médiatique avec lesquels ils étaient en porte-à-faux et en tout cas en opposition. Voilà, donc là je ne montre pas, il y a des articles assez intéressants, vous pouvez éventuellement les trouver donc sur internet, ils sont en accès libre, qui montrent, qui essayent d'expliquer pourquoi cette défiance vis-à-vis des médias au niveau des Gilets jaunes. Je voulais juste terminer avec des éléments de conclusion qui se présentent un peu comme des questions, comme des pensées à ruminer, parce qu'en fait, on n'a pas forcément des réponses, vrai, faux, tout ça. C'est quelque chose qui est une tension finalement permanente dans la société. Et je voulais faire référence au travail par exemple de Ruth Amossi, qui est une linguiste, qui a signé un ouvrage récent sur la polémique, qu'elle présente comme finalement quelque chose qu'on dénonce, les médias, ça fait toujours, ça veut faire de la polémique, ça cherche le scandale, c'est fatigant, tout ça. Oui, et en même temps, dans les pays où il n'y a pas du tout de polémique, c'est pas bon signe. Oui. Donc l'idée c'est que jusqu'où la polémique, alors elle explique qu'il y a un moment donné, le dissensus, c'est le moment où la polémique est à ce point clivante que les gens ne parviennent plus à échanger. On a affaire à quelque chose qui crée une forme d'étanchéité des mondes, et là on se retrouve dans une situation qui est problématique, qui est clivante. Alors les réseaux sociaux, excusez-moi de l'abréviation, RSN, c'est pour nous, c'est les réseaux sociaux numériques. Je suis désolée, je le vois maintenant, mais sont régulièrement aussi accusés de renforcer ce qu'on appelle l'homophilie identitaire. C'est-à-dire que si vous choisissez vos amis et à un moment donné vous choisissez les publications qui vous conviennent, et finalement tout ça renforce des espèces de bulles où finalement on partage un petit peu toujours les mêmes opinions entre soi, et on est moins confronté peut-être parfois. Alors c'est des propositions théoriques qui sont discutées et discutables, qui ne sont pas à admettre en tant que telles. Il est certain qu'on est profilé, il est certain que Google garde des traces de nos questionnements, il est certain que on pousse vers nous des fois des résultats et des informations qui sont liées à nos connexions précédentes et à nos recherches précédentes. Donc on sait que les réseaux sociaux sont des lieux qui sont très faciles à pénétrer, tout simplement, puisqu'on a bien vu que les données personnelles pouvaient être captées. Et du coup, d'ailleurs on s'expose énormément et beaucoup de gens ne protègent pas du tout leur compte sur les réseaux sociaux. Et de fait, il y a plein d'entreprises qui sont capables d'identifier qui est plutôt pense comme si, à telle religion, à telle pratique culturelle, à telle opinion. Et en fonction, ils font des profils. On a vu ça récemment avec le scandale qui a lié pendant les élections américaines, mais on a vu aussi les dénonciations ici et là d'influences étrangères, etc. Ce que je voulais simplement signaler aussi, c'est que finalement cette défiance à l'encontre du principe de représentation,
c'est quelque chose qui traverse, on voit les gilets jaunes qui remettent en question, qui réclament le référendum d'initiative populaire, citoyenne, le fait qu'on considère que les hommes politiques, certes, sont élus, pour autant, c'est pas forcément suffisant pour accorder un chèque en blanc ou une confiance éternelle, etc. Donc on est dans une période où il y a beaucoup de signaux qui montrent qu'il y a une forme de défiance vis-à-vis de la représentation, donc politique, médiatique, etc. Voilà, donc, et c'est aussi un exemple, moi, qui m'a interpellée sur deux manières d'agir. Donc là, je fais référence à un auteur que peut-être certains connaissent, qui n'est pas du tout récent, qui s'appelle Michel de Certeau, et qui avait une forme de... Il pensait la société en montrant qu'on a des grosses organisations comme les médias qui travaillent avec des normes, qui travaillent avec des contraintes fortes, qui sont très puissantes parce que du moment qu'ils ont commencé à matraquer de l'information, ils ont occupé tout l'espace. C'était très difficile d'échapper à l'aspect très massif de la publication. Mais de l'autre, on a des opposants au système, des gens qui veulent trouver une place et qui vont jouer de façon très tactique, qui vont jouer dans les interstices du dispositif et des systèmes. Et c'est cette façon de contourner qui est présente notamment sur les réseaux sociaux, qui est une manière de contourner la puissance et les verrous et les filtres qu'imposent nos médias. Alors, quelques références bibliographiques. Oui, c'était juste pour donner un petit peu les auteurs à partir desquels on a travaillé, et puis des choses que vous pouvez consulter. Donc la dernière, de quoi les fake news sont-elles symptômes, c'est une revue, la revue de l'INA, qui est très intéressante, qui est accessible, qui a fait un dossier sur cette thématique-là. Et Alice y a fait référence, récemment ils ont fait aussi tout un dossier autour du traitement médiatique des gilets jaunes, en partant justement de cette question de la défiance. Aujourd'hui les médias ont peur en se disant on a tellement de retours négatifs, tout le monde se méfie de nous, tous les mouvements sociaux nous mettent à distance et considèrent qu'ils sont mal représentés par les médias. Et donc il y a plusieurs chercheurs qui se sont saisis de la question pour montrer de quelle manière, quantitativement, qualitativement, les médias avaient traité ce mouvement des gilets jaunes, avec la particularité que c'était un mouvement sur la longueur. Et ça, les médias ne sont pas très bons à traiter des événements qui durent. Et donc la question, voilà. Donc il y a eu des analyses que c'est produites qui sont en accès libre donc sur la revue, qui est la revue de l'INA, l'Institut National Audiovisuel, qui est une revue très intéressante. Et donc on a déjà dépassé notre temps de parole, mais évidemment l'idée c'était d'engager la discussion. Généralement c'est un sujet quand même où on a des choses à discuter, des questions, donc voilà, on se tient à votre disposition pour échanges, questions, remarques, débattre. Voilà. Merci à vous. Oui. Oui, je pense que c'est mieux pour que tout le monde vous entende. Allô ? C'est bon, il est allumé. Moi, je viens de la faculté de droit d'Aix et je suis en partenariat avec le Camp des Villes. C'est un centre de recherche qui se concentre sur l'avènement des génocides et de tous les mouvements de violence d'État. Et justement, en ce moment, notre thématique, c'est les Ouïghours. Et on a décidé d'engager la thématique des Ouïghours à partir des médias, en fait. Silence des médias et violence faite aux Ouïghours. Et c'est pour ça que j'étais venue, parce qu'on m'a dit que l'équipe de recherche elle avait des éléments d'information pertinents, en fait. Et c'était pour savoir ce que vous en pensiez, si vous aviez des éléments de réponse, pourquoi un tel déni du mouvement, pourquoi on est au courant de rien. Parce qu'aujourd'hui, nous, toutes nos sources, c'est sur Internet, en fait. C'est Instagram, Twitter. Et on n'a rien de papier ou même de visuel. Alors, la question du traitement médiatique d'un événement en particulier ou d'une catégorie de population, c'est des choses qui ont été faites pas mal, qui ont été travaillées dans notre laboratoire. Il y a les travaux d'Isabelle Garcin-Marou, par exemple, ça fait longtemps qu'elle travaille sur le traitement des attentats et du terrorisme dans les médias. Quant à la question de savoir, c'est ce qu'on disait sur l'agenda setting, pourquoi une question est traitée, pourquoi une n'est pas traitée, il y a plein de critères qui peuvent entrer en ligne de compte.
Et puis tout va dépendre des médias. Déjà, c'est une question internationale. Donc déjà, c'est compliqué. Parce que le critère par exemple, un critère très important pour les médias, c'est le critère de proximité. Partant du principe que plus la problématique est proche de leur public, que plus elle va les toucher, captation. Et donc, visée informatique, derrière, on va les informer. Donc la question que vous évoquez, elle est loin. Elle est loin géographiquement. Elle est loin culturellement. D'accord ? Et elle concerne effectivement une minorité qui est peu représentée, c'est-à-dire qu'il y a peu de représentants pour porter sa parole. Alors maintenant, ça commence. On a vu une des représentantes, moi je l'ai vu en tout cas à la télévision, qui commence à porter sa parole, mais ça prend du temps. Et effectivement, à un moment donné, il faut se demander pourquoi une question serait traitée. La question, c'est pas pourquoi les médias la traitent pas, c'est plutôt pourquoi ils la traiteraient en fait. C'est comme ça qu'il faut poser cette question-là. C'est-à-dire à un moment donné, dans les pages internationales, quel type de médias, quelle prise de parole. Quand au niveau de l'activité internationale, il se passe plein de choses où la France va être plus engagée, par exemple, où il va y avoir. Donc c'est vraiment une question de hiérarchie de l'information, de gestion de l'agenda. Et vous avez dit, il y a des personnalités qui se mobilisent, donc il y a des choses qui se font, mais la question de rester dans l'ombre, elle est très compliquée parce qu'elle est liée à l'actualité, au type de médias, à la hiérarchie de l'information, au modèle économique qui fait que chaque jour les journalistes vont dire oui c'est important, mais qui ça intéresse ? Il y a aussi cette question-là. Donc il ne faut pas partir du principe que la légitimité de la cause fait automatiquement qu'on va en parler dans les médias. C'est pas du tout de cette manière-là que ça se passe. Et vous avez raison, aujourd'hui sur Internet, il y en a qui vont faire des sortes de push, c'est-à-dire à un moment donné, si vous ne voulez pas parler de ce sujet-là, on va trouver d'autres moyens. Et il y a des gens qui s'invitent dans l'agenda. Encore une fois, je l'ai dit, il y a des actions qui sont faites il y a des travaux qui ont été faits, par exemple, sur la question du sida. Dans les années 80-90, qui longtemps était une question qui a été très peu évoquée par les médias. Et ensuite, il y a des analyses qui ont montré comment certains activistes, associatifs, ont fait en sorte, là encore, de faire parler d'eux pour pouvoir, avec un peu un pied en biche, rentrer dans l'agenda médiatique. Et donc aujourd'hui, le milieu associatif sait faire ça. Vous avez des grosses associations comme Greenpeace qui sait très bien à un moment donné comment forcer l'agenda médiatique en disant ok, vous ne voulez pas parler de ça, ben alors on va faire une action parce qu'on sait que visuellement, médiatiquement, on va enfreindre la loi, même à un certain moment, on va rentrer dans la centrale là, qui est pas loin là, pour qu'on parle de nous. Donc ça, c'est vraiment des stratégies à un moment donné que les militants ont adoptées pour forcer cet accès à l'espace public, qui est quand même un espace public relativement verrouillé. Et en plus, quand on dit, on l'a dit un peu rapidement, mais quand on dit aujourd'hui avec Internet tout est possible, être visible, c'est faux en fait. C'est pas du tout aussi facile que ça. Parce que sur Internet, effectivement, tout est possible, mais c'est pas vrai que c'est pas parce qu'on vient de mettre quelque chose d'intéressant que tout le monde va le voir. Il y a des logiques derrière, qui sont des logiques économiques et industrielles. On a parlé de Google. La manière d'être rendu visible sur Google relève de stratégies extrêmement compliquées, de stratégies économiques, on peut payer pour être visible par Google, de stratégies techniques, il y a des logiques de référencement pour remonter dans les résultats Google, et non, c'est pas vrai, tout le monde n'a pas les moyens de remonter dans les 5 premiers résultats de la page Google à partir d'un mot-clé, c'est pas vrai du tout. Donc c'est pas aussi simple que ça. Et même pour reprendre l'exemple que je vous ai présenté là, la mobilisation, elle n'a pas surgi. Les médias ont fait comme si c'était arrivé comme une bombe au milieu de leur routine. Mais en réalité, quand on creuse un peu, c'est des choses qui existaient déjà depuis longtemps. En fait, c'est des réseaux qui travaillent dans l'ombre depuis des années, qui structurent petit à petit, qui diffusent régulièrement, qui ont des gens qui sont solidaires de leurs opinions, etc., qui sont très mobilisés et qui, contrairement aux médias qui sont obligés de parler de tout et de changer tout le temps de sujet, eh bien, eux, ils sont dans l'obsession. C'est-à-dire qu'ils ont des thèmes sur lesquels ils sont extrêmement mobilisés, ils ne lâchent pas l'affaire. Et ils s'en lassent jamais, parce que pour eux, c'est des convictions intimes, c'est fort, et donc ils ne lâchent pas l'affaire. Alors que les médias, Et ils n'ont pas vu arriver le truc, mais le truc, il existait. Il s'est fabriqué dans le temps et il n'est pas survenu comme ça. C'est pas si facile que ça de mobiliser du monde. Au-delà de la proximité, il y a un autre critère qu'on oublie souvent dans les médias, pour parler d'un événement, c'est qu'il y a des choses à montrer. Et là, on n'a pas d'éléments à montrer. C'est très compliqué d'avoir... Vous voyez ce que je veux dire ? Quand il se passe une catastrophe, quand il se passe quelque chose et qu'on a de la matière, parce que les médias, c'est aussi beaucoup des médias d'image. Et donc il faut pouvoir envoyer des journalistes sur place et pouvoir faire de l'image
Alors que dans certains cas, on a aujourd'hui les camps, hein, on commence à entendre parler aussi des camps en Chine. Voilà, on commence à peine, mais ça existe depuis très longtemps, mais parce qu'on commence à avoir, vous avez vu, d'ailleurs, qu'est-ce qu'on nous montre les images satellites de la délimitation des camps, parce qu'il commence à y avoir du visuel. Donc faire une information quand on a peu d'éléments visuels, c'est très compliqué d'occuper l'espace physique médiatique. Et nous, du coup, nos sources étaient Amnesty International parce que c'est l'association qui se concentre le plus sur le sujet. Mais moi, étant militante chez Amnesty International, je peux vous assurer que c'est pas du tout des professionnels. C'est des étudiants, c'est des retraités et la formation n'est pas toujours vraie. Donc nous, aujourd'hui, on ne sait pas trop où se diriger pour chercher l'information sur la thématique des Ouïghours. C'est une thématique qui date de 2001 quand même, depuis les attentats à New York. Donc on ne sait pas trop où... Quand on dit chercher de l'information, c'est de chercher de l'information sur ce qui se passe? Non, nous c'est comment un système, le droit peut permettre d'amener à des violences d'État légitimées. Comment le gouvernement chinois il a pu légitimer ces violences en fait, à travers la loi, le droit, etc. On a besoin de contenu en fait, on n'a rien. On a juste des faits très vagues, comme quoi il y a des prénoms interdits qui sont musulmans, etc. Mais ça, juridiquement, voilà, c'est vide. Donc, mais c'est sûr que c'est pas dans les pages médias que vous trouverez la ressource. Ça, c'est sûr. Sur le sujet des Ouïghours, il y a Le Monde qui a fait un dossier il y a une dizaine de jours, avec 5 pages dessus, bien argumenté avec des éléments à la fois historiques, référence aux attentats et juridiques et sur tous les points, etc. Donc Le Monde est toujours. 5 pages. Le point aussi. D'autres qui font quand même. L'année, ça c'est fini. C'est vrai que c'est pas. C'est récent, en tout cas. C'est vrai que le sujet monte. Mon micro fonctionne pas, donc. Ah oui, non, simplement, tu as un petit peu abordé le sujet à un moment donné. J'ai une impression de vague. Ça marche? Ouais, super. J'ai l'impression de vague dans l'information. Alors, je ne parle pas forcément des médias parallèles. Hein. Je prends 2 exemples. Il y a quelques temps, on parlait beaucoup de la souffrance au travail. Burn-out, suicide, etc. Donc, on était chaque jour alimenté avec des nouveaux suicides, et là, ici, des enquêtes. Ça, bon. Et tout d'un coup, ça disparaît. Et là maintenant, et attention, ce que je vais dire, c'est extrêmement sérieux également, c'est important. Avec par exemple le harcèlement sexuel, le viol, etc. C'est un sujet très important, attention, mais qui va être surmédiatisé. What's next? Et ce qu'il y a, c'est que pendant ce temps, il n'y a plus de souffrance au travail. Hein. Par contre, là, enfin, d'un point de vue informationnel, hein, bien sûr. Hein. Ça, c'est extrêmement troublant. Alors, c'est le problème des médias d'actualité, hein, qui sont un peu clés à de l'actualité et qui ont besoin de se réactiver sans arrêt, c'est-à-dire tenir une information sur le long terme. Ça devient un problème. Ou alors il faut faire une chronique. Alors il y en a quelquefois qui décident d'ouvrir une chronique, voilà. Et puis on voit des nouveaux médias. Alors là j'appelle des pure players, ce qu'on appelle, c'est-à-dire des médias qui ont finalement pas d'existence ancienne et qui surtout sont nés sur Internet. Par exemple des médias comme Les Jours. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est. Une partie sont des transfuges du journal Libération, d'autres sont des journalistes indépendants qui les ont rejoints, ils ont fabriqué une équipe et ils ont essayé de prendre le contre-pied de l'actu et de justement offrir, de corriger une partie des critiques qu'on pouvait adresser justement à l'actualité quotidienne, au traitement de l'actualité quotidienne. Donc eux, ils travaillent, ils appellent ça des obsessions. Et ils font des séries. Donc en fait, ils reprennent complètement. Alors c'est le vocabulaire moderne pour parler finalement de quelque chose qui est traité comme un feuilleton, hein, en fait. Ils vont avoir pas mal de sujets voilà, ils peuvent suivre une campagne, ils vont la prendre très en amont et ils vont être au plus près des militants, et ils vont suivre vraiment un credo ou une classe dans un collège et ils vont vivre avec l'enseignant, les collégiens, etc. et rendre compte de plein de facettes d'un phénomène, et ils vont tirer ce fil comme ça pour finalement raconter quelque chose sur le temps long. Et ils ont trouvé cette manière-là de répondre à votre critique. Voilà. Et on voit que il y a des stratégies. Les médias qui traitent de l'actualité
sur les crises qui durent, ou des fois pour relancer une crise parce qu'ils ont intérêt à ce que ça continue un peu. Voilà, on travaille sur des angles différents, on fait rebondir une information. Voilà, mais ils n'arrivent pas à créer non plus de mise en perspective par rapport à l'histoire. C'est ce qu'on leur reproche beaucoup. C'est-à-dire qu'on va parler d'un événement, mais on n'a pas tout l'arrière-plan historique qui permettrait de donner du sens à ce qui se passe. Parce qu'on est très coincé sur l'actu immédiate. Voilà. Et vous parliez de vagues, c'est exactement, c'est-à-dire qu'on définit l'actualité comme un flux. Le JT étant l'archétype de ça, c'est-à-dire que le JT du jour annule celui de la veille. Aujourd'hui, c'est un peu différent, parce qu'avec Internet, on voit que les journaux valorisent leurs archives. On voit qu'ils sont capables de mobiliser, et en même temps, on peut s'interroger sur notre niveau d'attente. C'est-à-dire, on souhaiterait que les médias traitent l'actualité en continu, au plus près de ce qui se passe. On voudrait qu'ils soient un peu historiens, on voudrait qu'ils fassent la mise en perspective, on voudrait qu'ils fassent de l'analyse. Et donc ça existe, mais je dirais que ça existe dans la pluralité des médias. Tout à l'heure, je vous ai dit, un média, c'est toujours un miroir déformant de la réalité. L'intérêt, c'est qu'il y en ait plein. Donc quand on a plein de miroirs déformants, on arrive à se construire, nous, notre propre réalité. Et donc ce que dit Alice, c'est qu'il y a aussi aujourd'hui des formats alternatifs. Donc elle a parlé des jours avec cette histoire d'obsession, c'est-à-dire on revient sur les sujets. On peut parler aussi du 1, pareil, qui est fait par des anciens de la presse écrite. Et eux, ils ont pris un autre contre-pied, qui est de dire que chaque jour, dans un journal, on a une multitude d'informations fragmentées, diverses et variées. Eux, ils font le contraire. Ils vont traiter un seul sujet, le 1, en croisant les regards sur un seul sujet. C'est un peu une autre offre éditoriale. Donc la difficulté aussi, c'est d'attendre en fait de chaque média qui fasse tout. Or, si on regarde la diversité du paysage démocratique, en démocratie, du paysage médiatique en démocratie, c'est pareil, on a malgré tout une pluralité d'offres, d'approches. D'où l'importance, en permanence, on le dit à nos étudiants, de croiser. C'est-à-dire, si vous regardez un seul média, que vous lisez le même pendant 40 ans, etc., vous allez avoir sa vision du monde. Si vous variez aussi les sources d'information, ben vous croisez les regards, et du coup, personne n'a tort, personne n'a raison, ça vous permet à vous de vous construire un regard plus riche et plus diversifié. Donc c'est ce qu'on dit dans les offres alternatives. En fait, elles existent. Bon, après, ces médias-là, honnêtement, on va pas se mentir, ils ont du mal à survivre. Éditorialement, c'est des choses magnifiques, mais tous les 2 mois, ils appellent, au secours, on va couler, on n'a plus d'argent, parce que le modèle économique derrière ne suit pas. Un peu comme ce que je disais tout à l'heure des fake news, il faut aussi faire notre autocritique en tant que public. Hein. Est-ce qu'on serait capable d'accepter, comme qu'on parle des trains qui arrivent à l'heure, ou très longtemps d'un sujet qui reviendrait éternellement, on ferait le point, etc. Et il faut se mettre... En fait, bien souvent, quand on fait la critique des médias, c'est pas que c'est facile de critiquer les médias, mais quand même, assez rapidement, on peut saisir des choses qui nous agacent ou qui nous dérangent, etc. Ceci étant, le jour où on se met dans la position d'avoir à faire soi-même de l'information, à produire soi-même de l'information, on est très vite confronté à ces difficultés-là. C'est-à-dire comment parler longtemps d'un sujet qui dure, qui s'éternise, tout en continuant à intéresser son public. Enfin, c'est un vrai challenge, quoi, il faut le dire. Voilà. Et pour rebondir sur ce que dit mademoiselle sur les Ouïghours, moi, la recherche, je crois que ça doit être 2 points, je suis abonné. Hein, mais moi, il m'a fallu 3-4 pages, au moins, pour me rendre compte, c'est ma vision, hein, qu'en fait, face à un gouvernement chinois terrible, voilà, terrible, autocratique, etc. Finalement, la résistance de ce peuple, c'est l'islam, enfin la religion, l'islam, donc qui est entre guillemets pour nous un peu l'ennemi. Hein, voilà. Et donc c'est ça qui est intéressant. Mais il a fallu un article de 4-5 pages pour arriver à comprendre ça. Parce que si ça se trouve, si on ne parle pas tellement en France. C'est pour ça aussi, parce que c'est des méchants musulmans. Je ne pense pas du tout qu'ils sont méchants, hein, mais voilà, c'est dans l'opinion publique, hein, c'est ça. On n'en parle pas en fait, c'est ça. Et il faut un article un peu fouillé d'un journaliste qui va sur place, on dit je fais ça. Il ne peut pas y aller. Ils ne peuvent pas en plus sur place. Mais c'est ça finalement la preuve, c'est vachement compliqué. Et le patron de la Chine, il le sait bien. Il est malin, voilà. Et c'est peut-être pour ça que c'est mal couvert. Il y a eu une vague de violence envers les Tibétains et on a comparé les 2 mouvements et on a vu que ça avait énormément mobilisé la cause tibétaine parce que justement c'était pas rattaché à l'islam et tout ce qui se passe en ce moment. Et en fait on se rend compte
que C'est gentil. voilà, les Tibétains ils ont cette image de victime, alors que les Ouïghours, bah, ils attirent pas forcément la compassion. Et on s'est rendu compte qu'en fait, c'était un choix du journaliste de rentabilité. Il s'est dit, en parlant de la cause tibétaine, je vais plus attirer les internautes, les lecteurs, qu'en parlant de la polémique musulmane. En plus, c'est un peu contradictoire en ce moment avec tous les débats qu'il y a La sur... visée de captation dont j'ai voilà. parlé, qui joue sur l'émotion et qui joue aussi, quelque part un peu aussi sur la... comment dire, je me reconnais dans l'autre, c'est-à-dire le lien de proximité. Donc mais ça joue forcément. Mais ça joue de manière inconsciente dans les pratiques professionnelles. C'est pas, je vais pas parler de ça. C'est dans leur pratique quotidienne, ils intègrent les contraintes qui sont celles de leurs médias, qui, on l'a dit, subissent des contraintes économiques concurrentielles importantes. Donc ça joue. Et les représentations qui se font du public. Voilà. C'est-à-dire qu'ils se disent ça va intéresser, ça va pas intéresser. Il faut savoir qu'aujourd'hui, les journalistes travaillent avec en permanence quand même aujourd'hui les retours quantitatifs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec les sites internet, ils voient très rapidement quel article est le plus lu, combien de temps les gens ont passé sur cet article. Alors pendant longtemps, ils ont résisté à ça en disant mais non, nous on a une expertise, c'est nous qui savons ce qui est important ou de quoi on doit parler. Et aujourd'hui, on leur met, maintenant regarde ça, ton papier est super, mais regarde, il intéresse personne. Donc il y a aussi ces métriques-là, quantitatives, qui gèrent aussi derrière. Oui. Il faut savoir... Je suis désolée. c'est le rôle des agences de presse, parce qu'il y a les journalistes et les agences de presse. Est-ce qu'elles ont encore un rôle et qu'est-ce que vous pensez de leur rôle dans la collecte de l'information? Elles ont encore un rôle, je vais dire, auprès des grands médias. Parce que les grands médias, évidemment, continuent d'être abonnés aux agences de presse. C'est une ressource d'information essentielle. Aujourd'hui, très peu de médias ont les moyens d'avoir des correspondants sur place en permanence, par exemple. Donc c'est les agences qui font ce travail-là. C'est les agences qui sont sur le terrain. Simplement, le coût mensuel d'abonnement à une agence, c'est pas donné pour les petits médias ou les nouveaux médias sur Internet, par exemple. Il faut savoir que sur un flux mensuel que vous recevez d'une agence, vous exploitez 20% des dépêches que vous recevez par mois pour un média. Donc tout le reste est perdu, donc c'est des coûts quand même qui sont importants. Alors elle joue un rôle important, notamment sur l'international, c'est vraiment très important. Mais je pense que tous les nouveaux médias, tous les plus petits médias qui arrivent sur Internet ne fonctionnent pas avec les fils d'agences classiques, en tout cas des grandes agences nationales et internationales. Mais évidemment que historiquement, elles ont un rôle important. Et sur la couverture et le rapport au terrain, elles ont aussi, et par rapport à ce qu'on disait sur la fiabilité de la source, elles bénéficient encore aujourd'hui fortement de ce rapport professionnel et de cette légitimité quant à la véracité des sources et des informations qu'elles font remonter. Par exemple, sur Orange, pour citer Orange, parce que c'est la parce que j'utilise, on a sur le côté, on a les dépêches d'agence. Ouais. Mais parce qu'Orange, aujourd'hui, beaucoup d'opérateurs se présentent comme des... on n'a pas eu le temps d'en parler avec Alice, mais c'est ce qu'on appelle des agrégateurs de contenu, Google et compagnie, c'est-à-dire qu'ils ne font pas du tout d'informations, mais ils agrègent les informations que les autres produisent dans l'AFP. Et beaucoup de médias d'ailleurs français s'en sont émus en disant vous êtes gentils, Google, mais vous faites vos Google News, mais à quel moment vous nous rémunérez en reprenant les liens du monde, etc. Et Google leur a dit oh oui, mais nous on vous envoie du trafic, on vous envoie du flux. Donc il y a une bataille comme ça entre les médias et les agrégateurs de contenu qui ne produisent aucun contenu, mais qui produisent du trafic en attirant les gens avec les informations. Parce qu'ils savent que c'est attractif malgré tout. Et qui ne payent rien. Bonsoir. Bonsoir. Aujourd'hui, vous nous avez renvoyé, je vais parler comme ça, vous nous avez renvoyé dans le passé, parce que je pensais aux libelles ou au placard. J'ai vraiment l'impression que les réseaux sociaux pourraient ressembler énormément à ça, et c'est pas nouveau. Je crois que c'est 1600 les libelles, quelque chose comme ça. Et je pensais aux travaux de Katz et Lazarfeld, aux leaders d'opinion. Et je me disais que le journaliste, il est leader d'opinion, et en même temps, au travers des groupes de référence qu'il cherche, il est face à d'autres leaders d'opinion, c'est-à-dire le politique, les grands groupes industriels et financiers. Et puis au travers de ça, il y a besoin de reconnaissance du journaliste, donc des journaux. Je pensais par exemple aux animateurs à la télévision qui ont vraiment besoin d'insister. Je pensais à Patrick Cohen, dans la façon qu'il a de faire pour exister et rester le professionnel qui est quelque part. Qu'en pensez-vous ? Alors la question des leaders d'opinion, c'est une question assez ancienne effectivement, c'est une question, les médiateurs, les médias en tant que médiateurs sont des leaders d'opinion, ne serait-ce que parce qu'on l'a dit, ils disent de quoi on parle. Simplement, avec Internet, ils sont largement concurrencés. Pendant longtemps, on pourrait considérer que les médias ont eu le monopole de l'information. C'est-à-dire que pour s'informer, on passait forcément par eux.
Depuis le web et les réseaux sociaux, on peut totalement les contourner. Vous avez dit, moi je regarde Orange, d'accord? Donc si vous regardez Orange, à un moment donné, ça veut dire que vous regardez tous les médias traditionnels. Donc il y a d'autres leaders d'opinion qui s'imposent. Moi on regarde beaucoup les étudiants, leurs pratiques. Ils regardent tous à un moment donné une chaîne YouTube et les réseaux sociaux sur un jeune qui s'appelle Hugo. Hugo Décrypte, donc c'est tout seul. Il est tout seul. Et il est un média. Nous, on s'y intéresse beaucoup parce qu'il fait un travail, il est vraiment un leader d'opinion, il a des milliers de personnes qui le suivent sur les réseaux sociaux, il interagit avec sa communauté, il va faire des enquêtes sur le terrain, et techniquement, il s'impose comme un nouveau leader d'opinion alternatif aux institutions, c'est-à-dire ce qui est intéressant, c'est qu'il ne se pose pas comme une institution, et vous savez que les jeunes n'aiment pas trop les rapports avec les institutions. Malgré tout, il fait un travail professionnel, chaque semaine, il demande à sa communauté « Sur quoi voulez-vous que j'enquête ?» C'est les jeunes qui proposent des sujets, il va enquêter, il fait des sujets, il travaille à l'international et il a une communauté énorme. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'il est un média à lui tout seul, parce qu'il est tout seul. Et ça, c'est vraiment un renouvellement en fait, des figures des leaders d'opinion. On va avoir des leaders d'opinion qui sont en dehors des institutions. C'est plus les grandes plumes médiatiques, c'est plus les grands reporters qui appartiennent à des grandes marques médias. Ce sont des gens qui se fabriquent tout seuls à partir d'un lien direct avec leur public. Et c'est assez étonnant à voir fonctionner parce que bon, nous, on est un peu des vieux, ça nous échappe un petit peu, hein, donc nous on regarde vraiment ce qu'ils font parce que c'est quand même étonnant. Hein. Et puis en même temps, on ne peut pas qualifier, on ne porte pas de jugement sur le travail qu'il fait parce qu'on considère que le travail qu'il fait est vraiment un travail journalistique intéressant, sourcé, documenté, et chaque jour il publie et partage avec sa communauté. Donc la question des leaders d'opinion, c'est qu'il y a une lutte de pouvoir permanente pour être un leader d'opinion, surtout en termes d'information et d'agenda des informations. Et il est payé comment? Pardon? Il est payé comment? Il est pas payé, il est monétisé, comme on dit. C'est-à-dire qu'il va monétiser en fait son audience sur ses chaînes YouTube et sur ses réseaux sociaux. Hein. C'est-à-dire que là encore, il s'affranchit complètement des modèles économiques dont on a parlé précédemment. Hein. Et du coup, le modèle devient invisible et les gamins ont l'impression que c'est gratuit, ils ont l'impression qu'à un moment donné, il y a une forme de rémunération. Et les nouveaux leaders d'opinion, on peut en parler, ceux qui sont invisibles, qu'on n'a pas cités, qu'on ne voit pas parce qu'on ne les considère pas comme des médias, ce sont ces fameux intermédiaires-là. Ce sont ces plateformes numériques, ce sont ces réseaux sociaux. C'est Facebook, c'est Instagram, c'est YouTube, qui ne produisent aucun contenu, mais qui sont ceux, en fait, qui vont déterminer toutes les conditions de publication, de diffusion, de visibilité, et qui vont imposer le modèle économique. Et ça, c'est assez intéressant, hein, parce que eux, c'est vraiment les nouveaux arrivants, hein, et c'est ceux qui vont imposer, parce que l'algorithme de Facebook, c'est lui qui décide à un moment donné si une information remonte ou pas dans votre fil. Et c'est pas le monde qui va décider de vous faire remonter cette information-là. Voilà. Et donc, eux, on peut quand même s'interroger sur leur rôle dans le système médiatique actuellement. Oui, parce que pendant longtemps, on a pensé, ou des fois on pense encore que ce sont des tuyaux, des véhicules. Hein. Mais pas du tout. En réalité, tout est calculé, tout est programmé, hein, et rien n'est le fait du hasard. Donc, et tout ça engage aussi pas mal d'argent, hein, puisqu'il y a une économie. Il y a bien un modèle économique qui est en train de se faire qu'on appelle le freemium. Oui, c'est-à-dire le free plus le premium. On le voit en premium pour nous. Et la terminologie est premium. Les médias l'utilisent d'ailleurs, hein. Il me semble que l'abonnement PQR, si on veut payer pour accéder, c'est l'abonnement freemium. Le modèle économique qui est derrière, c'est ce qu'on appelle l'économie de l'attention. Ce que se partagent tous ces acteurs, ce pourquoi ils se battent férocement, c'est votre attention, c'est votre temps. C'est ça la donnée précieuse et surtout la donnée qui n'est pas extensible. On a tous, qui que nous soyons, nous n'avons que 24 heures dans une journée. Et donc à un moment donné, la pratique médiatique, elle doit s'insérer là-dedans, et si des nouveaux arrivent, forcément qu'ils vont piquer du temps aux autres. Donc là, celle qui se fait beaucoup de soucis actuellement, bon, les médias papier s'en font déjà depuis longtemps, mais celle qui s'en fait actuellement, c'est la télévision. La télévision est très très inquiète parce qu'elle voit pour la première fois son temps quotidien, qui est en moyenne de 3h, 3h30, 3h50 de temps quotidien télévisuel. Mais pour la première fois de son histoire, ce temps n'a fait qu'augmenter, puis là, sur certaines catégories, notamment les jeunes, ils stagnent, voire ils étaient en déclin. Et là, ils ont un gros souci. Donc là, ils vont mettre beaucoup d'argent actuellement pour investir sur le replay, comme vous l'avez constaté, sur tout ce qu'ils vont faire sur Internet. Parce qu'ils se disent, tout le temps que passent les gamins sur les réseaux sociaux,
sur YouTube. Aujourd'hui, Médiamétrie comptabilise le temps Médiamétrie, c'est l'organisme qui calcule les audiences. Mais ils ont intégré YouTube dans leur mesure d'audience. Là, ils en sont, je crois, à 27 minutes jour de moyenne sur YouTube. Moyenne, hein. C'est-à-dire que vous ne regardez pas, donc vous avez les autres. Quotidien, 27 minutes quotidien. Quels sont les risques encourus par ceux qui diffusent des fake news? Alors, ils sont exposés à des risques à partir du moment où il y a des gens qui vont s'en plaindre. Alors, première, ça dépend où, parce que soit c'est dans le périmètre, ça dépend de où ça se passe. Par exemple, l'exemple que vous avez cité. Alors, si c'est sur Internet, c'est différent. Dans les médias classiques, il y a le CSA. Voilà. Donc là, c'est autre chose. On a une instance de régulation, on a une instance qui va se charger de vérifier tout. Sur Internet, c'est autre chose. Bon, en fait, il y a régulièrement des plaintes et d'ailleurs sur les réseaux sociaux, vous pouvez signaler des contenus qui vous semblent voilà, illicites, etc. Ceci étant, ils ne réagissent pas très vite. La loi sur les fake news qui a été promulguée l'an dernier, en fait, n'intéresse que les fake news en période électorale. Donc voilà. Et permet éventuellement donc à un individu, un parti de saisir la justice avec une sorte de rapidité qui va permettre de supprimer la fausse information. Voilà. Bon, mais tout le monde s'accorde à penser que c'est assez illusoire. Ouais, voilà. Parce que c'est difficile de trouver l'origine. Et puis, il y a un bras de fer qui s'est engagé quand même avec les plateformes numériques, qui est que toutes ces plateformes, Facebook, etc., ne cessent de dire « nous ne sommes pas des éditeurs », parce que si vous êtes un éditeur, vous êtes responsable du contenu que vous publiez, nous ne sommes que des plateformes de partage de contenu. Et donc, à aucun moment, ils veulent prendre la responsabilité de ce qui est publié. Voilà. Donc, tant qu'ils se protègent là derrière, eux ne souhaitent pas avoir la responsabilité juridique de ce qui est publié. Et donc, ça veut dire qu'il faut retrouver l'auteur, et ça, c'est très compliqué. Et par ailleurs, elles ont un intérêt économique à ces diffusions de fake news qui, en général, remportent pas mal de succès, sont très partagées. Et pour les plateformes, il y a une comptabilité assez importante qui est celle de l'engagement. Les gens du marketing des plateformes parlent de l'engagement. Ce qu'ils appellent l'engagement, c'est le nombre de fois où une information, un contenu, quel qu'il soit, est partagé, liké, commenté. Voilà, ça c'est la preuve que le réseau est dynamique et c'est pour ça que d'ailleurs dans son design, tout est fait pour que vous réagissiez. C'est-à-dire au cas où vous seriez un peu endormi, ils vont vous envoyer une notification disant « toc toc, il y a machin qui a dit ça, ou il y a machin qui a tagué ta photo, il y a... » Voilà. Et donc, il y a sans cesse de la réactivation pour que les gens soient toujours actifs. Ce qui ne les intéresse pas, c'est les comptes dormants, ça c'est pas intéressant du tout. Mais les comptes actifs, avec même si c'est négatif, même si c'est pour s'insulter, c'est pas grave, ça fait de l'activité. Donc moi j'ai une question justement par rapport à ces réseaux sociaux, parce qu'on sait très bien qu'une information, une fois qu'on est postée sur un réseau social, quel qu'il soit, elle reste indéfiniment, même si effectivement il y aurait beaucoup de choses à dire. Donc les gens sont obligés soit de faire des commentaires négatifs, etc., ou qu'elles soient mal référencées. Quel recours justement par rapport à ça? Actuellement, pas beaucoup. C'est-à-dire, comme vous le dites, une information, parfois, on sait qu'elle est fausse, mais il y a des gens qui vont continuer à partager. Des fois, sur plusieurs années, il y a des choses qui tournent et qu'on n'arrive pas à régler. Donc, techniquement, on peut avoir une action du point de vue de la loi et dire, c'est en partie la raison de la loi RGPD, d'ailleurs, la réglementation de la protection des données personnelles. On peut demander à certains opérateurs de retirer certaines informations, à condition que cette information soit localisable, qu'on sache où elle est, qu'on connaisse son auteur, ce qui n'est pas toujours le cas. C'est-à-dire, à un moment donné, vous ne pouvez pas physiquement empêcher quelque chose de se diffuser. Donc, il y a un problème qui est un problème juridique, et ensuite, il y a un problème qui est un problème technique. Et à un moment donné, on ne peut pas tout enlever de l'Internet. Moi, j'ai des étudiants qui vont travailler dans une société dans l'Ain, pas loin, dont le travail est d'enfouir les données problématiques. C'est-à-dire qu'ils font de l'enfouissement de données, vu qu'on ne peut pas les faire disparaître de l'Internet. Je suis un restaurateur, j'ai un très mauvais avis qui date de 2014, mais n'empêche, il fait toujours que remonter, d'accord ? Et je ne sais pas comment faire, je n'ai pas de moyens techniques. Donc je paye une société qui va produire des données positives,
pour les référencer, pour pouvoir enfouir techniquement cette donnée négative. Donc voilà où on en est techniquement pour essayer de faire disparaître une information. Il n'y a pas de solution technique pour ça. Je vais revenir sur le RGPD parce que du coup, ça c'est européen en fait. Hein. Donc on s'est quand même limité. Ouais, mais les opérateurs qui ont des activités en France, ils sont soumis normalement. D'accord. On a la CNIL. Oui, c'est ça. Ça, c'est une spécificité française aussi, la CNIL. Mais la CNIL, elle peut pas être sur tous les fronts. Et notamment, donc là, vous savez qu'il y a un bras de fer qui est engagé avec ce qu'on appelle les GAFA, les grandes entreprises du web américaines, sur ces questions juridiques, sur la question des impôts et sur bien d'autres questions. Alors juste aussi pour revenir au cas que j'ai montré tout à l'heure, il y a des sites qui ont disparu. Moi qui ai travaillé sur ce sujet-là, il y a des sites particulièrement outranciers qui ont disparu. On ne retrouve plus de traces de leur publication sur Internet. Ils ont été condamnés. Hein, ce sont souvent c'est des sites qui vomissent, je dirais, des propos souvent homophobes, racistes, tout à fait, tout ce qui est en fait répréhensible, incitation à la haine, enfin bon voilà, au meurtre même parfois, enfin c'est vraiment des choses tout à fait outrancières. Donc il y a des gens qui se battent inlassablement pour faire disparaître, fermer ces sites, etc. Mais bon, il en ressurgit. Hein. Voilà. Sur Arte, tous les soirs, l'émission 28 minutes, ouais. Chaque fois, ils essayent de démonter une... Ah oui, une fausse information, ouais, tout à fait. Ça, c'est une rubrique que vous allez trouver dans pas mal de médias. Ça va durer, ça. Ouais, Ah oui, ça va durer. Il y a du travail. Merci beaucoup, en tout cas, de cet échange. Merci.